Enfin, un président devrait dire cela, devrait-il dire cela? Emmanuel Macron a renoué avec sa tradition des petites phrases. En déplacement hier dans l'Ariège, il a évoqué les maboules, ceux qui sont les partisans d'une ligne dure avec le régime algérien. Réponse évidemment de Bruno Retailleau, qui a guère apprécié de se faire viser. On rappelle qu'il a été le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. C'est ça qui est intéressant. On va écouter Marine Le Pen, qui elle fustige le langage extrêmement cru du président. Écoutez même ce qu'elle dit. Je note la trumpisation d'Emmanuel Macron. Il semblerait qu'il prenne modèle sur le président des États-Unis, qui a un langage extrêmement cru. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, je trouve cette indignation indigne. Parce que la réalité, c'est qu'il est tout à fait naturel que dans notre pays, nous fassions passer aux médecins étrangers un examen, au même titre d'ailleurs que les médecins français, pour être sûr que les gens qui viennent chercher des soins aient les soins de meilleure qualité possible. Voilà, trumpisation, Élodie Huchard, vous diriez ça? La différence, c'est que quand Donald Trump fait ce genre de sorties, il les assume complètement. Emmanuel Macron, il dit non, je ne visais pas Bruno Retailleau, j'ai dit ça, mais en fait pas totalement. Donc il y a le côté petite phrase pour une petite phrase, c'est-à-dire que derrière, finalement, il ne l'assume pas, ce qui peut être assez décevant. Et la réflexion que fait Marine Le Pen, c'est la réflexion que se font les Français. Pourquoi on a besoin d'autant de médecins qui viennent de l'étranger? Est-ce que ces médecins, on est certain que la formation soit parfaitement la même? Est-ce qu'on est certain que ces médecins peuvent exercer en France, qu'ils ont été entraînés sur les mêmes machines? Autant de questions. Quand vous êtes dans un hôpital et que vous êtes face à un médecin qui vous explique qu'il a été formé à l'étranger, je pense qu'il y en a plus d'un qui se pose des questions en fait de bon sens. Ce que dit Marine Le Pen, là, c'est purement du bon sens. Gauthier? Je ne sais pas si Marine Le Pen sera éligible pour 2027, mais je la trouve très en forme et très maligne quand elle retourne l'argument en trumpisation. On lui a beaucoup Exactement, adressé, on lui a beaucoup adressé. Elle dit c'est Emmanuel Macron qui est en train de se trumpiser en traitant les opposants, ses opposants qui veulent plus de fermeté avec l'Algérie, de maboules. Donc c'est très habile politiquement. Et puis sur le fond, c'est tout à fait insupportable et c'est de plus en plus macroniste. On a passé 2 séquences en quelques minutes. Roland Lescure qui renvoie ce député à ses études parce qu'il veut baisser les taxes et la TVA. Et donc Emmanuel Macron qui dit en off et puis qui comme le dit Élodie quand il arrive devant les micros, je ne visais personne, absolument personne, bien sûr. Donc en plus de nous prendre pour des maboules, il nous prend pour des 3 petits points. Il visait évidemment des jambons, voilà. Il visait évidemment Bruno Retailleau, il visait le Rassemblement national, il visait pourquoi pas Boualem Sansal. Pourquoi pas Boualem Sansal? Qu'est-ce qu'il dit Boualem Sansal il y a quelques jours encore dans différents médias? Il dit j'étais en colère quand j'entendais depuis ma cellule ceux qui prenaient le ventre-attérisme de se plier aux injonctions d'Alger. Et j'étais content quand ceux qui réclamaient ma libération demandaient plus de fermeté et prenaient le bras de fer. Donc Bruno Retailleau. C'est proprement insupportable quand vous avez un pays qui vous insulte, qui rajoute un couplet anti-français il y a quelques mois dans son hymne national, qui refuse de reprendre systématiquement les personnes sous obligation de quitter le territoire français, qui refuse même de reprendre ses ressortissants avec des visas comme Doualem, parce qu'il n'était même pas sous OQTF, il avait un visa algérien, il était influenceur à la botte d'Alger et il déstabilisait les opposants au régime de M. Tebboune depuis la France. Ils ont refusé de le reprendre également. Un régime dont les hauts dignitaires ne payent pas les additions quand ils viennent se faire soigner dans les hôpitaux français et particulièrement dans les hôpitaux parisiens, etc., etc. Un régime qui est très en forme, vous aussi, Gauthier. qui joue sur la rente mémorielle en permanence. Eh bien, c'est insupportable. Et donc, on décide d'être dans le ventre-attérisme et de se laisser marcher dessus comme un vulgaire paillasson. Éric Nolot. Et après, on écoutera un petit échange pareil à l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord saluer le retour du mot maboule qui avait disparu depuis le siècle dernier. Donc moi, je suis très attaché à l'aspect patrimonial de la langue française. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, écoutez, je veux bien qu'on ne se fâche pas avec, non pas l'Algérie d'ailleurs, mais le pouvoir algérien. On a essayé la méthode douce qui n'a rien donné. Maintenant, il faut changer de ton puisque chaque jour, il y a le différend s'aggrave. La séquestration de Boualem Sansal, la condamnation de Kamel Daoud, c'est quand même insensé. Il y a eu une époque où la condamnation d'un écrivain français, parce que M. Daoud provoquait peut-être des manifestations et des pétitions. Oui, des pétitions, et on a connu des pétitions, notamment dans le monde des lettres, très récemment pour des sujets moins sérieux, moins graves. Donc je pense que c'est la seule manière d'obtenir quelque chose du pouvoir algérien. Toutes les autres méthodes ont échoué. Et pensons à Christophe Glaise, notre confrère qui est toujours emprisonné en Algérie. Jean-Michel? Moi, je trouve que Macron fait une rechute, en fait. Au début de son premier quinquennat, il avait multiplié les petites phrases, vous vous souvenez, les gens qui ne sont rien dans les gares, il suffit de traverser une rue pour trouver du boulot, un costard. Et là, il y a une succession de sorties de route. Alors, la semaine dernière, c'était
après 2027, je ne ferai plus de politique. Et puis là, il rétropédale parce qu'il voit bien que, évidemment, qu'il pense à 2032. Et puis là, il injurie assez indirectement, mais c'est transparent, Bruno Retailleau. Donc on se demande un petit peu à quoi il joue. Allez, écoutons juste un échange entre la députée UDR Hanan Mansouri et Jean-Noël Barrot sur cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Nous ne voulons pas la guerre avec qui que ce soit, mais nous voulons un État fort, qui se respecte et se fait respecter. Pas d'un président qui joue les docteurs Maboul, pour reprendre ses mots. Quand le président de la République s'occupera-t-il correctement de nos relations internationales, dernière prérogative lui restant? Le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, n'a qu'une seule boussole, c'est de défendre l'intérêt de la France et des Français. Et l'intérêt des Français en Algérie, qu'il soit sécuritaire, qu'il soit migratoire ou qu'il soit économique. Et cela passe nécessairement par un dialogue très exigeant pour obtenir des résultats. Et cela fonctionne. Après le déplacement du ministre de l'Intérieur, après un an de blocage complet, la coopération entre la France et l'Algérie sur le plan migratoire et sécuritaire a repris. Il y a de premiers résultats. Ils doivent se consolider. Alors bien sûr, ça n'est pas encore une situation satisfaisante. Bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, nous restons mobilisés pour obtenir la libération définitive de notre compatriote Christophe Glaise. Mais faire croire aux Françaises et aux Français qu'en rompant définitivement le dialogue avec les pays qui nous entourent et que par l'invective on peut obtenir des résultats, c'est soit de l'aveuglement, soit de la démagogie, Madame la députée. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Un autre aspect à considérer, c'est la manière dont ce genre de déclaration d'Emmanuel Macron est reçu en Algérie. Et le pouvoir algérien, il doit se dire, mais c'est parfait. Oui. Continuons dans l'agressivité, puisque ceux qui s'opposent à nous sont traités de maboule par le président du pays. Voilà, c'est complètement contre-productif. Ils sont en position de force. Moi, à leur place, j'abuserais de la situation, bien sûr. Louis Dragnel, là-dessus. Alors moi, ce que je trouve sidérant, c'est la réponse de Jean-Noël Barrot. Comment est-ce qu'on peut oser dire ça? Alors, je sais qu'il y a peut-être des informations qu'on n'a pas, mais expliquer que la collaboration a repris avec l'Algérie, alors qu'on a Christophe Glaise qui est incarcéré de manière... Tout le monde le sait que c'est totalement injustifié. Que c'est un otage, c'est un otage. Bien sûr, c'est un otage. Moi, je serais curieux du coup de savoir, mais alors combien d'OQTF ont été récupérés par l'Algérie sur tous les points de négociation qu'avait fixé Bruno Retailleau? Où est-ce qu'on en est? Et puis par ailleurs, il raconte aussi un peu des salades, parce que personne ne dit qu'il faut rompre définitivement avec l'Algérie. Tout le monde dit ce qu'il faut en fait, c'est avoir un discours d'autorité, être respecté, montrer la force et pas la violence. Et je trouve que c'est quelque chose aussi qui est assez frappant chez Emmanuel Macron, c'est que souvent il confond l'excès avec l'autorité. L'autorité, c'est pas de la méchanceté, c'est simplement dire, en fait, on n'a rien contre vous, on aime votre pays, c'est très beau tout ce que vous voulez, mais nous, en fait, il y a des règles, voilà comment on fonctionne, et on veut être respecté tout simplement. Et je trouve que c'est l'illustration du fait qu'il y a une confusion à chaque fois verbale entre autorité, autoritarisme, et ça, c'est quand même très propre à Emmanuel Macron. Gauthier. C'est-à-dire qu'il y a eu deux visites en Algérie récemment. Celle de Jean-Noël Barrot, au moment où Boualem Sansal est incarcéré, il pense repartir dans l'avion de la République avec l'écrivain, il repart avec personne. Et puis il y a effectivement eu, plus récemment, il y a quelques semaines avant la visite du pape, celle de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui pensait sans doute obtenir la libération de Christophe Glaise. Christophe Glaise est toujours otage du régime algérien et il est passé de résidence surveillée à prison. Donc ça s'est en plus empiré. On n'a rien obtenu. Pour libérer Boualem Sansal, il a fallu passer par l'Allemagne après avoir essayé avec l'Italie. Pour Christophe Glaise, ils ont essayé de passer par le Vatican, avec le pape, au moment où il s'est rendu en Algérie. Certains nous pronostiquaient, comme Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, la libération de Christophe Glaise après la visite du pape. Elle n'est pas parvenue. Donc les visites de Laurent Nunez et de Jean-Noël Barrot n'ont rien été d'autre que des humiliations en Algérie. Bon, dernier mot là-dessus, Jean-Michel, on avance. J'ajoute qu'en fait, ils sont allés voir les preneurs d'otages de Christophe Glaise. Donc ça a quand même une signification très forte. Et en fait, alors ok, s'ils y vont pour avoir un résultat, bon, ça peut tout à fait se concevoir. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est zéro pointé. Il est 18h30, on est sur CNews et sur Europe 1. Évoquons maintenant les suites de la publication, enfin en tout cas la future publication du rapport sur l'audiovisuel public, qui a été voté hier à l'Assemblée nationale. C'est Charles Alonc, le rapporteur. On a tenu cette antenne hier dans l'incertitude. Élodie Huchard, on ne savait pas, ça s'est joué vraiment à 2 voix près, comme nous le disait Gauthier assez vite, pour qu'il y ait une censure. Et Louis nous a donné le résultat à 18h58, si je me rappelle bien. On va juste écouter Charles Alonc, qui était notre invité ce matin, qui dénonce les accusations qui ont été portées contre lui tout au long de ces mois d'enquête. Écoutez-le.
Depuis le début, sur les antennes du service public, j'ai été accusé de tous les maux. Ce sont pourtant des entreprises qui sont soumises pendant 6 mois au contrôle de la représentation nationale. Il y a un principe constitutionnel qui est l'évaluation des politiques publiques. Et depuis le début, de la présidente de Radio France à la présidente de l'Assemblée nationale, à ce président macroniste de la commission d'enquête, ils se sont d'une certaine façon ligués pour discréditer mes questions, discréditer mes travaux. Et ce n'est pas digne des travaux de l'Assemblée nationale. Ils auraient dû se mettre en retrait et dire il y a des travaux qui ont lieu pendant 6 mois, on attend les recommandations, on ne se prononce pas, mais ils ont fait tout l'inverse. Je vous avoue, là, j'ai pas encore assez de recul, mais je leur en veux beaucoup parce que rien ne vaut la transparence sur l'utilisation de l'argent des Français. Voilà, c'était chez Pascal Praud, Éric Nolot. On voit que Charles Aloncle, qui a beaucoup encaissé ces derniers temps, beaucoup de critiques, voilà, les conclusions de son rapport, elles seront acérées. Il faudra les lire quand on les aura sous la main lundi. Non, mais tout a été fait pour torpiller l'action de M. Allan, qui a d'abord eu l'obstruction, il y a eu des accusations de tout genre, il y a eu des manœuvres avant le vote. Bon, il a surmonté cette première épreuve. À mon avis, il a fait un travail admirable. Parce que je pense que tous les Français ont droit à une information transparente et complète sur l'usage qui est fait de leur argent par le service public. Et de mon point de vue, cet usage est très contestable et très critiquable. Le service public est devenu un service privé au service d'une idéologie d'extrême gauche, pour simplifier, ou wokiste, si on veut entrer dans le détail. Après, tout cela n'aura servi à rien si les préconisations de M. Allan n'entrent pas dans les faits. Je pense que, moi je les retiens presque toutes, en tout cas pour les 10 Fusionner principales. certaines antennes, nous disait Oui, la nomination nommer directement par l'Élysée les patrons. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, voilà. sortons des faux semblants, en effet. Les fusions entre certaines chaînes, il y a des doublons évidents, et je pense qu'en effet, l'objectif d'1 milliard d'économies est tout à fait raisonnable. Il ne s'agit pas d'abattre le service public, c'est de le rendre plus fort, plus efficace et surtout plus équitable politiquement, ce qui n'est vraiment pas le cas. Là, il y a le Rassemblement national, Éric, qui vient de lancer une pétition pour privatiser l'audiovisuel public. Alors, ce qui est totalement différent de la démarche qui a été entamée par cette commission. Bien sûr. Donc, là, il ne s'agissait pas de privatiser, la question de la privatisation. Mais le RN lance cette pétition. Donc ça, c'est intéressant. Ça va être intéressant à suivre, Louis. Oui, alors, Louis Dragnel. c'est assez risqué, je pense, pour le Rassemblement national. Il n'y a pas une personne à l'occasion des auditions parlementaires qui a défendu la privatisation de France Télévisions. C'est pas le sujet, en fait. Qu'il se soit mieux géré, oui, tout ce que dit Éric Nolot, qu'il y ait une représentation plus équilibrée de toutes les tendances politiques, oui, qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas de gabegie, oui. Mais pour autant, est-ce que c'est une bonne chose ? Moi, je pense que, très sincèrement, que le service public, ça veut dire quelque chose. Il faut assumer, par exemple, de défendre, de proposer des programmes qui, par exemple, ne font pas des super audiences, mais qui élèvent parce qu'il y a de la culture, parce qu'il y a de l'histoire. Les docs sont formidables, les docs historiques sont formidables sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Il y a trop de jeux. Enfin, franchement, il y a 9 jeux sur télé-réalité. Mais est-ce que la privatisation est la solution ? Je ne crois pas. Moi. Non, mais voilà, que ça soit une proposition du RN. Très bien. Je ne vois pas le risque à lancer cette pétition. Il n'y a pas de risque politique. Il y a des Français qui ont suivi cette commission d'enquête, qui ont vu que le service public coûtait 4 milliards. Alors ça, c'est le coût. Puis après, il y a les pertes, puisque le service public est dans le rouge avec la gestion de Mme Ernotte, qui a pourtant été renouvelée à un 3e mandat. Il y a évidemment les factures de taxi, les factures à Cannes. Tout ça va changer. C'est ce que je vous disais hier. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des changements. Festival de Cannes, les dépenses vont être réduites. Les frais de taxi, Delphine Ernotte a serré la vis. Les jeux, il y a le grand jeu qu'on connaît, Interville, présenté... Ça vous a marqué, Gauthier. Vous en parlez tous les soirs, d'Interville. Non, mais ce que je vous dis, c'est les premiers effets. Oui, c'est-à-dire que les premiers effets, c'est Cannes, note de taxi, Interville qui n'est pas renouvelée parce que ça coûtait énormément d'argent et ça n'avait pas fonctionné l'été dernier. Donc il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Je ne vois pas le risque politique que le RN prend à proposer la privatisation du service public. Pour tout vous dire, je pense que ça ne va pas se jouer là-dessus pour la présidentielle et que le proposer peut trouver un écho dans l'électorat du Rassemblement national. Ce n'est pas un risque politique majeur que de proposer cela. C'est pas vraiment le sujet, Jean-Michel. Ouais, alors moi, sur la privatisation, privatiser France Inter, bon courage quand même à celui qui se coltinera ce boulot-là. Pour la télévision, je trouve que c'est plus aventureux parce que ça risque de déstabiliser complètement le secteur audiovisuel parce que ça voudra dire qu'il y aura de la publicité en plus grand nombre sur la chaîne qui sera privatisée, admettons France 2, et donc ça déstabilisera les autres chaînes existantes, c'est-à-dire TF1, c'est-à-dire M6, c'est-à-dire le groupe Bolloré. Donc il faut quand même bien regarder parce que ça me semble assez périlleux. Élodie Huchard ?
Non, mais effectivement, le Rassemblement national lance cette pétition. Comme on le disait, personne ne l'a demandé. Et pour le coup, Charles Aloncle a rappelé au fur et à mesure de tout ce travail de commission d'enquête que lui ne cherchait pas la privatisation justement de l'audiovisuel public. Donc pour le coup, c'est pas forcément ce que lui voulait non plus. Et en tout cas, le travail qu'il a fait sera public lundi. On verra là toutes les propositions qu'il fait, les 80 propositions. Et il expliquait ce matin chez Pascal Prost qu'on lui avait demandé de retirer parce que la gauche, etc., a dit il y a des mensonges dans le rapport. Il leur a donc dit listez-moi les mensonges. S'il y en a, évidemment, je les enlèverai. Ils n'ont pas su les lister. Et ce que lui a demandé de supprimer le président de la commission, c'est le fait que Yael Braun-Pivet avait fait un rappel à l'ordre quand la commission avait commencé. Et Jérémy Patriétus ne voulait pas non plus qu'on rappelle qu'il était administrateur de France Média Monde et avant de Radio France et LCP. Donc on voit en plus sur quoi ont porté les négociations. On n'est pas du tout sur des points du rapport. En fait, on est sur chacun qui essaye de sauver un petit peu son petit bout de gras jusqu'au bout. En fait. Allez, 18h36, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Marion Lambert nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes directrice de la rédaction de Voici. On va évoquer la visite de roi Charles III aux États-Unis, aussi grande spécialité d'Élodie Huchard. Le souverain britannique va prendre la parole là dans quelques instants devant le Congrès américain. Sa mère l'avait fait il y a quelques années, me semble-t-il. Il sera ensuite reçu, ou il va être reçu juste avant, Élodie, à la Maison-Blanche. Avant. Pardon d'avoir fait une petite erreur de protocole. On fait le point sur cette journée avec Célia Judas et on en débat ensuite. Au lendemain de l'arrivée du roi Charles et de la reine Camilla sur le sol américain, ce mardi soir, le souverain britannique s'entretiendra en privé avec Donald Trump dans le bureau ovale. Le roi d'Angleterre prendra ensuite la parole durant une vingtaine de minutes devant le Congrès américain. Il évoquera notamment les liens historiques qui lient les deux pays. Un point essentiel pour Nigel Sheinwald, ancien ambassadeur britannique aux États-Unis. Plus que toute autre visite, celle-ci s'inscrit dans une perspective à long terme. Elle touche au fondement même de la relation entre nos peuples, nos pays. J'espère que cela créera une ambiance positive. C'est le but de leur visite d'État, quelle qu'elle soit. Cette visite s'inscrit dans un contexte politique tendu entre les deux pays. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'étant opposé à plusieurs reprises à Donald Trump depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Le couple royal poursuivra son séjour en se rendant à New York, au mémorial du 11 septembre dès demain. Voilà pour ce programme assez chargé. Marion Lambert, c'est une visite importante pour la Grande-Bretagne parce qu'on sait que les relations que Donald Trump et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, sont un tout petit peu houleuses. Là, c'est l'entente cordiale avec le roi Charles III. Oui, tout à fait. C'est une opération séduction, clairement. Charles III est là pour essayer... Alors, évidemment, c'est très protocolaire, donc est-ce que vraiment ça aura des effets après? On verra. Mais en tout cas, il est là pour montrer que l'Angleterre et les États-Unis s'inscrivent dans la longévité et qu'ils portent les mêmes valeurs. Et quelque part, essayer un petit peu de recoller les morceaux qui ont été un peu cassés ces dernières semaines. Élodie Huchard, la prise de parole au Congrès, c'est très formel. Ça va être pour rappeler les liens historiques entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Oui, c'est ça, un discours apparemment d'une vingtaine de minutes. Vous le rappeliez, sa mère avait fait la même chose, la reine Elisabeth II, en 91, au même endroit. Et le but, dit le palais de Buckingham, c'est d'évoquer les liens historiques qui lient les deux pays. Et évidemment, le but, c'est cette opération séduction dont vous parliez. C'est-à-dire que personne n'aura un mot, évidemment, plus haut que l'autre. Les premiers échanges, on le voit, sont extrêmement cordiaux. En revanche, Buckingham n'est pas totalement naïf sur le caractère aussi de Donald Trump. Et c'est pour ça que l'entretien dans le bureau ovale se fera sans journalistes, parce qu'ils savent que Donald Trump est capable de dire des choses très positives, comme tout à l'heure sur Charles III. Ils savent aussi qu'il est capable d'être un peu plus rude, et le palais veut éviter à tout prix l'image d'un roi qui se ferait critiquer ou rabrouer par Donald Trump. Donc il y aura quelques photos de l'entretien, juste des photographes. Ils prennent 3-4 photos et après tout le monde sort. Et on ne saura pas ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que, j'allais dire, il n'oserait pas avec le roi, mais il a osé avec le pape Léon XIV, donc pourquoi pas avec le roi, finalement, Éric Nolot? Il n'y a pas de limite. On n'a pas encore trouvé les limites de Donald Trump. Alors, ce qu'on a entendu, c'est des discours très policés, écrits par quelqu'un d'autre pour Donald Trump. Mais quand il reçoit le roi, il est tout à fait capable de dire, vous savez, votre Premier ministre, c'est le pire Premier ministre que vous ayez jamais eu. Je suis sûr qu'il va le dire. Et devant des caméras. Donc, effectivement, je crois que le huis clos est une précaution minimale. Oui, Louis Dragnel. Je suis d'accord avec ce que dit Éric Nolot. Je rebondis sur ce qu'il avait dit quand même au sujet du pape. Il avait osé dire que le Vatican avait, les cardinaux avaient élu
Léon XIV pour être bien avec Donald Trump, parce qu'il soi-disant l'Église catholique voulait être en bonne relation avec l'administration Trump. Enfin, c'est. Oui, on a vu le résultat. Vous savez comment ça se passe et on a vu le résultat. Pas la vérité. Gauthier Lebret, ça vous passionne la moi j'aime d'Angleterre? beaucoup. Alors j'ai pas les connaissances de sœur Élodie Huchard, mais oui. Lady, excusez-moi, vraiment. On est en 2026. Est-ce qu'on peut un peu évoluer avec son temps? Non, on y tient. Donner le titre aux hommes et aux femmes. Après, effectivement, c'est pas Keir Starmer qui est actuellement à Washington, d'ailleurs, qui ne plaît pas tellement à Donald Trump. Enfin, ça dépend des jours, notamment avec. Même pas du tout. Ah oui, effectivement, il était encore plus dur avec Pedro Sanchez, mais Keir Starmer, il fallait qu'il cède assez rapidement pour que les avions américains puissent utiliser les bases américaines au Royaume-Uni ou puissent survoler le Royaume-Uni pour aller bombarder l'Iran. Donc là, voilà, c'est très feutré. Il n'y a pas d'enseignement politique de cette visite, si ce n'est l'entente entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Après, Charles III, hier, je présentais ces images, je l'ai appelé le prince Charles. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à se dire que. Mais c'est le roi, enfin, Gauthier. Il est devenu roi. C'est une parenthèse. Il a du mal à incarner, Marion Alembert, cette fonction. En fait, tout le monde le voit comme un roi de transition. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'ombre de sa mère qui est impossible en fait à égaler. Et on sait que William, de toute façon, attend aussi son heure. Donc Charles, effectivement, il y a un enjeu pour lui dans ce voyage d'image en tant que souverain, de pouvoir, avec Camilla en plus, avec qui il a quand même, c'est toute l'histoire qui est un petit peu compliquée, de pouvoir égaler un couple comme Donald Trump et Melania. Dans le pays où se trouvent Harry et Meghan aussi, bien sûr. Au passage. Jean-Michel Salvatore. Moi, ce que je trouve assez amusant, c'est le goût de Trump pour les rois, pour les reines, pour la pompe. Tout ce qui brille. Tout ce qui brille. Alors, quand il était venu en France, il avait adoré le défilé du 14 juillet. Il avait voulu faire la même chose chez lui. Bon, donc voilà, il est comme un enfant, il est à la fête. Il voit un roi, il voit une reine. Et c'est vrai que sa volonté de faire une salle de bal, ça participe un petit peu de la même obsession. C'est que voilà, il aime bien ce qui brille. Élodie Huchard, là-dessus. Et il a d'ailleurs vanté sa salle de bal hier au roi Charles III quand il faisait découvrir les fameuses ruches. Il a quand même réussi. Il a quand même réussi à caler effectivement la salle de bal. Et puis effectivement, c'est aussi la rencontre de deux hommes assez différents finalement, parce que on le disait hier, mais la première chose que voulait voir quand même le roi Charles III à la Maison Blanche, ce ne sont pas les plans de la salle de bal qu'il a vu quand même, puisque du coup, il lui a évidemment montré, mais ce sont les ruches. C'est le roi écolo qui arrive à la Maison Blanche, qui a accès à la Maison Blanche, qui a accès au jardin et qui dit moi, je veux voir les ruches et je veux goûter le miel. Donc c'est aussi la rencontre quand même de deux hommes qui n'ont pas totalement le même logiciel et qui sont très éloignés l'un de l'autre. Bon, effectivement, c'est vrai que c'est le choc des cultures, en fait, entre tous les opposent, le choc des éducations. Il y en a un qui parle tout le temps, l'autre qui maîtrise, qui est très économe de ses mots. Il y en a un qui a une gestuelle, il est très volubile quand même, Donald Trump. On voit que Charles III fait très attention, même quand il marche. On a l'impression qu'il est extrêmement concentré. Enfin, c'est en fait tous les opposent. C'est peut-être pour d'autres raisons. Non. Bon, enfin, soyez tous les opposés. Gauthier Lebret. Oui, quand même. De Sa Majesté. Oui, non, mais il fait attention quand il marche. Je suis pas sûr que ce soit dû au titre royal. Non, je pense qu'il est dans la maîtrise de tout. Mais la manière dont il parle, c'est vraiment qu'il y a un côté littéral anglais contre l'hyperbole à l'américaine, c'est évident. Heureusement qu'il y a des gens qui mesurent leurs paroles dans ce pays et dans ce monde. Évidemment. Avançons un tout petit peu pour évoquer les liens entre les people, les personnalités et les politiques, Marion Alembert. On a eu beaucoup de livres, de liens entre les politiques et les people. Il y a eu la une de Paris Match sur Jordan Bardella. Il y a le livre de Gabriel Attal, qui était notre invité en début de semaine, En homme libre, dans lequel il revient beaucoup sur son parcours personnel. On va écouter Marine Le Pen, qui, elle, s'interroge sur cette façon, alors est-ce que ça vise aussi Jordan Bardella ou seulement Gabriel Attal, de livrer sa vie privée en pâture au grand public? Ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts, là. Ils sont tous prêts. J'ai vu. J'ai suivi ça de très près. Et le livre de Gabriel Attal, par exemple, vous allez le lire? Si j'ai quelques temps, peut-être. Mais je suis un peu étonné, encore une fois, de ces storytelling qui sont diffusés auprès des médias sans aucun recul des mêmes médias. Voilà. Donc peut-être je lirai le livre de Cosette, si j'ai un peu de temps.
Voilà, le livre de Cosette, c'est une punchline, ça s'appelle. Je ne sais pas si elle sera éligible pour 2027. On le saura le 7 juillet prochain, puisque maintenant c'est les juges dans ce pays qui décident qui est candidat ou pas à l'élection présidentielle, y compris pour la favorite. Mais elle est très en forme. Alors là, et elle est très en forme. À qui, là et paradoxalement, elle n'a sans doute jamais été aussi prête pour l'élection présidentielle. Elle en a fait 3, elle a fait 2 seconds tours. Et là, tant sur Emmanuel Macron et sa trumpisation que sur la pipolisation de la vie politique, parce qu'elle n'a jamais rien dit. Jamais. Vous ne savez pas quels sont ses enfants. Vous savez qu'elle a été à un moment donné avec Louis Alliot, maire de Perpignan. C'est tout ce que vous savez de la vie privée de Marine Le Pen. Les chats, quand même. Effectivement. Elle a fait un peu une ambition intime où elle a montré la colocataire avec laquelle elle vivait. Mais c'est à peu près tout. De ce que vous savez de la vie de Marine Le Pen. Elle a été très, très pudique là-dessus. Parce que justement, pourquoi ? Parce qu'elle a vécu avec les feux des projecteurs, avec le couple de ses parents qui se déchiraient, avec une bombe qui explose au petit matin et on vous sort de votre lit quand vous êtes enfant. Donc elle a toujours protégé sa famille et protégé ses enfants à elle. Voilà, là, elle semble effectivement plus en forme que jamais. Elle tacle qui ? Oui, c'est ça, Gabriel Attal. Mon cher Gauthier, elle tape Gabriel Attal. Gauthier, vous avez dit qu'elle n'a jamais été aussi prête pour 2027. Moi, je vous retourne la question un peu différemment. Est-ce que vous la trouvez prête pour céder la place à Jordan Bardella ? Parce que moi, ce que j'entends là, c'est quand même à la fois Attal et Bardella. C'est quand même difficile de dissocier les deux cas. C'est ni Jordan Bardella ni Marine Le Pen qui vont décider. Donc ils ont acté. C'est les juges qui vont décider. C'est pas ma question. Qui est le tacle là ? Gabriel Attal. Moi, je vois un double tacle. Ça arrive au foot. Là, il y a un double tacle. Alors, 2 en 1. Marion Lambert, est-ce que les politiques sont des people comme les autres ? Est-ce que vous les traitez de la même façon, vous, dans Voici, ou pas ? Alors non, pas exactement de la même façon. Alors oui, quand on les traite, mais on les traite beaucoup moins, en fait. C'est des personnages qui, en général, sont assez clivants, et on l'a vu pas mal en études lectrices, que finalement, ça les ramène à quelque chose de moins léger que tous les people qu'elles voient à la télé et tous ceux... et ils n'ont pas non plus forcément une image très glamour. Il y a ça aussi. Forcément, du coup, ça marche un petit peu, moins bien. Et en général, quand on le fait, là, je pense que l'année dernière, on a dû faire peut-être 1 ou 2 couvertures sur des hommes politiques. On les fait plutôt, en fait, en se moquant. On a beaucoup fait Emmanuel Macron sur... J'imagine sur son scooter des mers. Son scooter des mers, c'est notre grand classique de l'été. On y aura droit cet été encore. Quand je vous parlais des baignades à Brégançon hier. Mais oui, exactement. Entre 2 baignades, il envoie un communiqué pour dire il faut plus de sévérité avec l'Algérie. Puis après, il s'en fiche. Ah, mon Dieu. Arrêtez. Élodie Huchard. Il est reparti. Élodie Huchard. Non, mais c'est vrai que sur ce que dit Marine Le Pen, déjà, ça peut effectivement interroger. Parce que Marine Le Pen, quand elle parle, on voit bien qu'elle pèse chacun de ses mots. Et effectivement, le tacle, elle répond à une question sur Gabriel Attal. Là, on est tous d'accord. On est d'accord. Bon, Marine Le Pen, c'est ce qu'elle dit. Et il est quand même rare, elle, à l'inverse d'Emmanuel Macron, qu'elle fasse des petites phrases qu'elle n'assume pas ensuite. Et c'est vrai que la question de la pipolisation, elle peut se la poser. Parce que, comme le disait Gauthier très justement, on n'a jamais vu ses enfants. On ne connaît pas sa vie. Elle arrive de toute évidence à échapper à ceux qui voudraient avoir des photos. Elle a peut-être du mal aussi à entendre l'argument de « je suis obligée de le faire parce que je n'ai pas d'autre choix ». En l'occurrence, elle, c'est une femme comme plein d'autres, par ailleurs, qui ont fait le choix de ne pas s'exposer et qui ont pu s'y tenir. Je ne dis pas que c'est facile, mais elle peut peut-être s'étonner du fait que certains qui sont dans ses traces ne suivent pas le même chemin. Et Marine Le Pen, surtout, c'est une politique, une des plus expérimentées aujourd'hui de la vie politique. Gauthier, vous l'avez rappelé, elle a été plusieurs fois candidate à la présidentielle, 2 fois elle a fait des seconds tours, elle a côtoyé plusieurs présidents. Elle connaît toutes les forces et toutes les faiblesses de la vie politique. Et puis, elle a vu aussi les comètes politiques. Elle a vu les gens s'extasier. C'est toujours un peu les mêmes phrases que vous disent les politiques. « Ah, j'ai été photographié à mon insu. » En réalité, on sait très bien que la plupart du temps, il y a quand même un semblant de rencontre qui s'opère, qui s'organise. Je ne sais pas. Et Marine Le Pen, elle a tout connu, Marine Le Pen. Non, mais globalement, elle a connu les insultes. Elle n'a pas beaucoup connu la gloire. Et justement, les couvertures de presse très flatteuses. Oui, très flatteuses. Et donc, je pense que ça glisse un peu sur elle comme sur les ailes d'un canard. Et puis c'est pas sa culture non plus, Jean-Michel Salvatore. Oui, mais moi je sais pas comment ça. Dans la vidéo qu'on a vue, là, il y a quand même beaucoup de perfidie. Je suis d'accord. Elle s'en amuse et elle parle de. Quand elle parle de Cosette, pourquoi c'est la référence à Cosette ?
ça c'est sur Gabriel Attal parce que il a reçu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux en parlant de son passé. On dit qu'est-ce qu'il a souffert, Gabriel Attal. Il met en avant ses souffrances, harcèlement à l'école, la perte de son père, mais tout ça est vrai. Et donc il se fait énormément critiquer. Il se fait énormément critiquer sur les réseaux sociaux. Sa maman qui les élève seule, etc. Et donc c'est pour ça qu'elle fait référence à Cosette. Ah ok, d'accord, je comprends la référence. Donc vous voulez terminer, Jean-Michel, ou pas? Oui, mais sinon sur le fond, moi je trouve assez normal que des hommes politiques qui se préparent à être candidats à la présidentielle, se livrent un peu. C'est normal qu'ils se découvrent un peu, qu'on apprenne un petit peu avec qui ils vivent. Moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant là-dedans. Bon, Jordan Bardella l'a fait. Bon, Attal, il faut qu'il donne quelques explications parce que les choses ont beaucoup changé dans sa vie. Bon, pourquoi pas. Mais moi ça me choque pas beaucoup. Une fois que les choses sont dites, elles sont dites et on passe à autre chose. Marion Lambert, c'est vieux comme la Ve République. Il y a quand même eu Valéry Giscard d'Estaing qui a inauguré tout cela en posant en famille, sur un cours de tennis. Après, ils l'ont tous fait, en réalité, les hommes politiques, en tout cas les présidents. Oui, tout à fait, c'est un passage obligé, effectivement. Alors, pour en tout cas ceux qui se disent que ça peut les aider dans la campagne, de faire soit les interviews, soit les fausses paparazzades. C'est du storytelling, comme le livre de Gabriel Attal. On est sur la même chose. On raconte une histoire, c'est ça. Voilà, exactement. Et quand vous dites fausse paparazzade, c'est-à-dire que tout ça est bien entendu avec la personnalité politique qui est prise en photo, c'est ça? Oui, en fait, c'est comme un rendez-vous. C'est un rendez-vous, sauf que au lieu d'être posé, assis, c'est en fait fait dans la rue. Donc on fait semblant. C'est exactement la même chose. Fait semblant. Ça vous fait rire, Éric Nolot? C'est drôle. Vous n'avez jamais fait ça, vous? Moi, j'étais paparazzé, oui. Ah oui? Oui, j'étais paparazzé plusieurs fois. J'ai même fait un procès et j'ai gagné. Mais c'est pas de mon cas qu'on discute, je crois. Non, simplement, il y a un moment. Quelle est la limite? Parce qu'à un moment, vous avez l'impression qu'on vote plus pour une personne que pour un programme. Parce que qu'est-ce que le portrait de Gabriel Attal, son autoportrait, nous informe sur ce qu'il veut pour la France? C'est toujours un peu inventé. C'est la rencontre entre un homme et le pays, ou une femme et le pays, voilà. Enfin, ça fait avancer votre réflexion. J'ai trouvé le livre intéressant, oui. Attal, Alors déjà, je ne vois pas, si ça ne vous plaît pas, vous zappez, vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais quel est le problème à ce que Gabriel Attal ou Jordan Bardella se dévoilent s'ils ont envie de se dévoiler? Ensuite, Gabriel Attal, c'est pas juste se dévoiler, il écrit un livre. Il écrit un livre notamment sur son passage à Matignon. Jordan Bardella en a fait 2. Et voilà, exactement, Jordan Bardella en a fait 2. Ça vous permet de partir dans une tournée littéraire. Il était l'autre jour à Biarritz, puis à Bayonne, Gabriel Attal. Jordan Bardella, il a fait 2 fois le Tour de France, effectivement, avec ses 2 livres publiés chez Fayard. Le livre, Éric Zemmour, ça part d'un livre et ensuite il se déclare à l'élection présidentielle et il fait des salles qui étaient pleines à craquer et ça lui permet de se lancer. Le livre est un bon moyen de se lancer à la veille d'une présidentielle et de rencontrer les Français et de faire une tournée qui devient une tournée, qui passe de la tournée littéraire à la tournée politique. On va avoir celui de François Hollande, donc si je vous entends bien là. Oui, probablement. Et ça va se multiplier. Oui, et des photos volées. Emmanuel Macron, il commence comme ça avec Révolution. Le livre est un bon prétexte. L'important pour le politique, c'est pas que vous lisiez son livre, c'est surtout d'abord que vous l'achetiez, et ensuite c'est que vous alliez vous le faire dédicacer pour venir le rencontrer, pour faire des meetings et pour se lancer à la présidentielle. Un certain Nicolas Sarkozy l'a fait régulièrement. Bien sûr, et encore plus depuis qu'il n'est plus président, évidemment, quand il raconte ses passages à l'Élysée. Et il a fait d'ailleurs un très bon livre quand il n'était plus ministre, après sa brouille avec Jacques Chirac, sur Georges Mandel. Donc parfois vous avez des livres, ça c'est l'exception. Mais là, les livres dont je parle, c'est des livres qui permettent de se lancer dans la course à la présidentielle. En tout cas, ce qu'on retient, Marion Lambert, c'est que les politiques font moins vendre que les people en une de vos journaux. Oui, c'est vrai. C'est une règle d'airain maintenant. Oui, et puis je pense que ça reflète aussi quand même un certain désamour. Un désamour entre les Français et la politique, Élodie Huchard, évidemment. Oui, c'est vrai que c'est aussi pour ça que effectivement, les politiques font aussi leur propre com, parce qu'à l'inverse de certains acteurs très connus, où ils savent que quand il se passe quelque chose, ils finissent en couverture des magazines, s'ils veulent raconter leur histoire, en fait, il faut souvent qu'ils le fassent eux-mêmes. Et puis au moins, vous laissez une trace où vous racontez ce que vous avez envie de raconter. D'autres peuvent y aller, évidemment, leurs anecdotes, mais au moins, il y a un livre. Au moins, vous maîtrisez le récit. Voilà, au moins un peu, au début. Allez, dernier mot. Il n'y a plus de stars. Il y en a quelques-unes. Jordan Bardella, je crois que ça a très bien vendu, par contre, à Paris Match. Voilà, il y a Emmanuel Macron, effectivement, sur son jet ski tous les ans, mais il n'y a plus énormément de stars. C'est d'ailleurs comme dans tous les domaines. Il y avait plus de stars auparavant. Il y a les réseaux sociaux aussi qui changent tout. Nicolas Sarkozy, c'était une véritable star. Moi, je comprends pourquoi aussi les Français sont moins intéressés pour acheter des couves de magazines avec des personnalités politiques. C'est que vous allez sur les réseaux sociaux, globalement, vous avez énormément de photos, de déplacements. Allez, dernier mot, Éric, c'est la fin. En fait, Gauthier, c'est le nouvel Attila. Il n'y a plus de rien gouvernement. repousse derrière Il
du patron du parti Tout est foutu. Maintenant, il n'y a plus de stars. C'est le camembert qui dit tu fais au Roquefort. Non, mais ça, c'est formidable. Je suis débordé. C'est le congélateur qui dit au frigo, t'as froid. Merci, là, on déborde dans tous les sens. Merci à vous de votre fidélité, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Pierre de Villeneuve vous attend sur Europe 1. Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée, à demain matin. Notre invité à 8h10, c'est Éric Ciotti.